Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 8 de la 5e saison du magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Amel. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Et oui, Amel remplace gentiment, presque au pied levé, Natacha, parce que comme vous le savez, Natacha a pris une petite semaine de vacances et c'est Damien qui devait venir, mais depuis la Chine, il y a des problèmes de connexion. Donc j'ai fait appel à ma super copine Amel et elle a répondu présente, voilà, ce soir, pour pas me laisser faire Mimi tout seul. Comment ça va Amel, ça faisait longtemps? Ça fait très longtemps, merci de m'avoir invité et avec plaisir de te retrouver Antoine et de retrouver tout le monde aussi, hein. Donc ouais, ouais, très 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 contente d'être l'intérimaire de l'intérimaire. Oui, surtout que en plus, on a prévu de se voir dans pas très très longtemps, hein. Comme vous l'a expliqué les amis, la semaine prochaine, on a notre émission spéciale Halloween où on a réinvité un certain nombre d'anciens animateurs, chroniqueurs de Miasme TV. Et donc, t'étais prévu déjà, t'avais ta place de réservée au show pour la semaine prochaine, voilà. Donc, tu viens et ce soir et la semaine prochaine pour le spécial Halloween, mais là, il y aura plein de monde, hein. On sera 6-8, voilà. Et ce soir, eh bien, on va aller un peu dans le mystère, le paranormal, les vies antérieures. Toi, tu voulais nous citer le cas de deux jumelles qui seraient décédées et qui se seraient réincarnées, et visiblement, on aurait peut-être la preuve de leur réincarnation. C'est un cas que je ne connais pas du tout, donc je vais être très attentif. D'accord. Et oui, ce soir, cher Antoine, je t'emmène et je vous emmène dans la découverte de l'histoire des sœurs Pollock. C'est leur nom de famille, hein. Donc, l'histoire des jumelles Pollock, c'est un cas mystérieux, un cas controversé, qui est souvent cité dans les discussions autour de la réincarnation et des phénomènes paranormaux. Alors, si tu es prêt, on va commencer. Alors déjà, nous sommes en 1947. Le papa s'appelle John. John tient une épicerie à Bristol, en Angleterre, avec son épouse Florence. Leur quotidien est réglé comme du papier à musique. Ils ouvrent la boutique au petit matin et Florence va livrer les petites bouteilles de lait aux maisons en portant un imperméable jaune. L'imperméable jaune aura du sens tout à l'heure. Et ils ont un enfant, une enfant qui s'appelle Johanna. Johanna est âgée de 1 an et elle est gardée par la mère de John pendant que les deux travaillent. En 51, la famille déménage à Hexham et le 13 avril de la même année, Florence donne naissance à sa seconde fille, Jacqueline. 5 ans séparent les deux fillettes. Dès l'âge de 3 ans, Jacqueline montre des signes d'aventurière, une demoiselle intrépide qui se fait souvent des bleus, qui se fait souvent des écorchures, et un jour, elle va se blesser si fortement qu'elle aura sur le front, en haut à droite, une cicatrice. Ça aussi, ça aura du sens tout à l'heure. Johanna est plutôt, elle, l'enfant sage, l'enfant posé, qui voue un véritable culte pour les pièces de théâtre, qui s'intéresse aux jeux de rôle, qui s'intéresse à faire participer ses jouets, etc. Et pendant ce temps-là, ben, les parents vont travailler. Et leur vie va durer ainsi quelques années, c'est-à-dire les parents qui travaillent, les fillettes qui sont gardées par la grand-mère paternelle, et tous les dimanches, la famille a un petit rituel dominical, à savoir qu'après la messe, les filles vont jouer au parc près de l'église, faire de la balançoire, teindre les cheveux de leurs parents de toutes les couleurs, puisque ces derniers sont absents toute la semaine, donc ils leur accordent ce petit plaisir. Et ces moments familiaux vont perdurer pendant un certain nombre d'années. Euh, et puis nous arrivons en mai 1957, l'année où tout va basculer pour cette famille et où l'histoire prend une toute autre tournure. En mai 57, Johanna a alors 11 ans. Jacqueline a 6 ans. Et toutes les deux furent tragiquement tuées sur la route alors qu'elles allaient traverser par une dame qui malheureusement était en état de dépression, qui venait de divorcer et qui voulait enlever la vie à des enfants.
Ah, ça a été fait de façon préméditée. Elle les a, c'est pas un accident, elle les a écrasés. Non. Elle les a D'accord. ciblés. Elle a ciblé des enfants, si tu veux. Elle venait de perdre la garde de son fils et elle a pris plein de médicaments, hein, parce qu'elle voulait se suicider. Bon, elle ne s'est pas suicidée, hein. Et il y avait la petite Johanna, la petite Jacqueline et un petit garçon qui était avec eux, qui s'appelait Anthony, qui se promenait en fait avant de rejoindre la messe, hein, et qui attendait sur le passage clouté à ce moment-là pour traverser. Et cette voiture, elle les a ciblés, elle les a chargés et elle leur a laissé aucune chance. C'est Les deux horrible. petites sont, c'est horrible, hein. Les deux petites ont été tuées sur le coup. Anthony est mort quelques heures plus tard à l'hôpital. Et la dame, bah, évidemment, la police est tout de suite intervenue. Elle est partie en HP, en hôpital psychiatrique, internement à vie, hein, évidemment. Le drame a ébranlé toute la ville, hein, tu t'en doutes, hein. Et les parents bah, sont rentrés en détresse profonde, hein. D'autant qu'à l'époque, les médias, t'imagines, nous sommes donc en 1957, les médias avaient déjà des effets, on va dire, des médias d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a eu un acharnement médiatique et ça a tourné en boucle, en boucle, en boucle dans les journaux. Donc la mère, elle a sombré dans une profonde dépression, à Florence Pollock. Et John, lui, contrairement à sa femme, ben, euh, s'est réfugié dans la prière. Il s'est tourné vers Dieu et il a demandé avec toute sa foi la plus profonde, que ses filles reviennent, parce que John croyait en Dieu très fort, mais avait aussi la foi en l'existence de la réincarnation. Et John a demandé à ce que ses petites filles reviennent, et il n'a eu de cesse de nourrir tous les jours que Dieu fait cette prière. Pendant que sa femme, elle, était en profonde dépression, qu'elle a arrêté de travailler, tu peux t'en douter. Plusieurs mois vont s'écouler, la famille a du mal à remonter, le couple n'arrive pas à avancer, mais début 1958, Florence tombe enceinte. C'est là où c'est intéressant. Elle tombe enceinte, John est automatiquement persuadé que ses deux petites filles sont revenues. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Et Florence, elle, n'est pas du tout, du tout, du tout intéressée par toute histoire de près ou de loin de réincarnation. À l'hôpital, ben, au moyen des échographies des années 50, ils écoutent, entre guillemets, le cœur. Ils n'entendent pas deux cœurs, ils n'entendent qu'un. Donc pour eux, il n'y a qu'un seul bébé. Alors étonnamment, ben non, il n'y a pas un seul bébé, il y en a bien deux. Et donc Florence va donner naissance à deux petites filles. Et John, lui, il est persuadé, pendant toute la grossesse de son épouse, qu'il va avoir des jumelles. Même si l'échographie ne... D'accord. C'est ça. John est persuadé que Dieu a entendu ses prières et que dans le ventre de sa femme, deux bébés grandissent. Et il n'en démord pas. Les médecins lui disent que non, sa femme lui dit que non, qu'il a perdu la tête. Et il répond non, 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 je sais que les petites sont revenues. Et pour lui, ce sont ses filles, hein. C'est pas, tu vois, d'autres âmes, hein. Donc les jumelles naissent, elles portent le nom de Gillian et Jennifer, et ce qui a immédiatement frappé les parents, mais surtout John, c'est que Jennifer, elle a des marques des naissances qui correspondent aux cicatrices de Jacqueline, la marque sur le front, tu te souviens, celle qui est tombée par terre à ses 3 ans. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que avec Natacha, il y a 2 ou 3 émissions, justement, on avait fait une relation, un rapprochement avec les vies antérieures et les mortalités, on va dire, douloureuses, et qui pouvaient effectivement laisser des marques sur le corps lorsque la personne se réincarnait dans dans un nouveau réceptacle. On pouvait retrouver des marques de naissance qui correspondaient finalement à des endroits où ils ont été tués par une lance, une épée, un coup de fusil, ou pourquoi pas une marque importante qui pouvait signifier, comme dans ce cas-là, mais la blessure qu'elle s'était faite dans sa vie précédente. Exactement, exactement. Et là, c'est extraordinaire parce que la cicatrice, elle est au même endroit, tu vois, alors que là, c'est une tache de naissance. Donc, Jennifer, la nouvelle version, on va dire, hein, d'accord, le retour, Jennifer, elle a la marque de naissance qui correspond à la cicatrice de Jacqueline, tu vois. Euh, alors que Gillian, de son côté, n'a absolument rien, n'a aucune marque. Les Pollock, ils sont ravis de ce nouveau bonheur familial et ils décident de déménager, forcément. Et que Sam étant associé dans leur esprit à la douleur, au drame et à la mort,
ben, ils décident de partir et de déménager à Whitley Bay, tu vois. Et là, lorsque les jumelles ont quelques mois, donc c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient absolument pas savoir ce qui s'était passé à Exham, vu qu'elles n'avaient que quelques mois de vie. L'idée, c'est repartir sur une nouvelle base. John et Florence se disputent souvent au sujet des jumelles, parce que pour John, c'est la réponse de Dieu. Johanna et Jacqueline sont revenues, il en est certain. Pour Florence, ça n'existe pas. Il faut qu'il arrête de parler de ça. Ce qui est assez intéressant, c'est que les jumelles, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, certes, à un détail près et pas des moindres. Bon, alors, c'est l'histoire de la tâche de naissance, mais plus les petites, elles vont grandir, et plus les parents vont se rendre compte qu'elles ont les traits de caractère de leur sœur décédée. Ça aussi, tu vois, c'est interpellant. Euh, Au fur et à mesure que les filles vont grandir, il y a plusieurs événements curieux, entre guillemets, hein, qui vont commencer à se produire, où vont se mélanger la réalité des petites filles avec des souvenirs qui ne leur appartiennent pas et dont elles ne peuvent pas avoir connaissance. Parce qu'il y a une chose qui est certaine dans ce foyer, c'est que ni John ni Florence ne parlent des petites filles décédées, pour laisser justement les jumelles grandir tranquillement. Gillian, par exemple, elle va parler spontanément devant son père et sa mère en disant qu'un jour, elle se rappelle très bien quand est-ce que sa sœur s'est fait cette tâche de naissance en se cognant contre la porte parce qu'elle jouait de façon un peu vive. Ce qui est tout à fait le cas, c'est tout à fait ce qui est arrivé à Jacqueline, tu vois, de se cogner contre la porte. Or, là, sa petite sœur, Jennifer, ne s'est pas cognée contre la porte puisqu'elle arrivait avec cette tâche de naissance. Quelques mois plus tard, autre phénomène assez troublant. Florence, tu te rappelles, je parlais au début de l'histoire que quand elle allait déposer ses petites bouteilles de lait chez les voisins, puisque c'était son travail, livreuse de lait, elle avait un imperméable jaune. Je veux dire, la couleur, elle est plutôt criarde. Quand les petites sont décédées, Florence avait rangé cet imperméable avec tous les jouets dans le grenier. Puis, elle n'en avait plus entendu parler. Quand Florence a décidé de repeindre la chambre des jumelles, elle est allée chercher ce fameux imperméable jaune que les jumelles n'étaient pas censées connaître. Et là, automatiquement, les jumelles lui ont dit: «Oh maman, ça fait très longtemps que tu l'as plus porté quand tu livrais du lait.» Déjà, elles ne pouvaient pas savoir que leur mère livrait du lait, premièrement, et elles ne pouvaient pas savoir que leur mère portait ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, c'était un peu interpellant. Et John, qui entendait ça, bah lui, à chaque fois qu'elle partageait un souvenir des sœurs passées, bah lui, il se réjouissait. Pour lui, ça n'était que des preuves et des preuves et des preuves. Pareil, chose qui est assez troublante, les jumelles avaient une peur panique des voitures. Et pour cause, évidemment. Elles avaient tellement peur, et pas à n'importe quel moment, elles avaient peur quand il s'agissait de traverser la route, tu vois, c'est-à-dire en écho aux souvenirs passés, comme si elles n'avaient pas confiance dans les conducteurs. Elles pouvaient même rentrer en panique totale quand les conducteurs conduisaient trop vite. Donc, tu vois, elles associaient quelque chose de dangereux à la conduite rapide, alors qu'il n'y avait pas de raison. Et toutes leurs attitudes, tout leur comportement n'avait de cesse de rappeler Johanna et Jacqueline. Tu vois. Gilliane, elle agissait comme si elle était l'aînée. Et Jennifer, qui avait la cicatrice, elle agissait comme la cadette, une aventurière intrépide et casse-cou. Gilliane, elle s'intéresse très vite au théâtre. Et la seconde, aux aventures, grimpant aux arbres, casse-cou et intrépide. Tu vois, même au niveau des caractères, on retrouvait les deux sœurs décédées. Toutes les deux, pareillement que leur sœur décédée, adorent la peinture. Elles adorent peindre les cheveux. Et quand John est au travail, chose intéressante, les filles se rapprochent de leur grand-père, de leur grand-mère, pardon, paternelle, comme de l'époque où la grand-mère maternelle gardait leurs deux aînés décédés. Sauf que ce qui est étrange, c'est que, en l'occurrence, la maman, Florence, elle ne travaille pas. Elle ne travaille plus pour pouvoir se consacrer à l'éducation de ses filles et être présente pour elles. Mais étonnamment, les jumelles réagissent comme leurs deux sœurs décédées, à savoir, dès que papa travaille, on se tourne vers mamie. Alors, autre chose qui est aussi intéressante, les jumelles trouvent des jouets, à force de chercher, tu vois, dans la maison, elles trouvent des jouets dont elles n'avaient pas connaissance et elles disent que c'est le Père Noël qui leur a apporté. Et elles savent dire quel jouet est arrivé au lendemain de Noël. Et c'est tout à fait vrai. Ce n'étaient pas des cadeaux que leurs parents leur avaient achetés, elles désignaient les cadeaux que leur sœur décédée avait reçus à Noël. Et ça continue, tu vois, le jeu des synchronicités et
Phénomène troublant. Durant un réveillon de Noël, John va décider de monter au grenier et de descendre les anciens jouets de Jacqueline et de Johanna. Et là, aussitôt, Jennifer la casse-cou choisit la poupée préférée de Jacqueline et Gillian choisit la poupée préférée de Johanna. Et le plus troublant, tu sais ce que c'est? C'est que les jumelles, elles donnent les mêmes prénoms aux poupées que leurs sœurs défuntes, à savoir la poupée Mary et la poupée Suzanne. Je précise à toute fin utile, dans cette famille, ils n'ont pas de proches portant ces prénoms-là. Donc l'inspiration ne peut pas venir de là. Florence, à chaque fois, elle remarque le regard ému de son mari, ce qui a tendance à l'énerver parce que pour elle, la réincarnation, ça n'existe pas. Et puis les coïncidences vont se poursuivre quand bien même Florence refuse de voir et d'admettre certaines évidences. Pour te raconter, lorsque les parents décident de se rendre chez les sœurs de John qui continuent à vivre à Exham, les parents vont assister à des choses assez troublantes parce que les petites filles vont se retrouver dans la ville de Exham, qu'elles n'ont jamais vue, qu'elles n'ont jamais connue. Au moment des faits dont je te parle, elles ont 4 ans. Et quand elles sont dans la voiture et qu'elles arrivent à l'approche de Exham, elles demandent à leur papa, elles leur disent qu'elles veulent aller faire de la balançoire qui est derrière l'église. Mais de fait, de là où elles étaient, elles ne pouvaient pas savoir qu'il y avait une balançoire. Tu vois? Première chose. Au moment clé, c'est-à-dire lorsque les parents roulent dans la rue où il y a eu le drame, dont aucune des petites n'a connaissance, Florence, elle entend ces 2 filles qui se mettent à parler à voix basse. Et ce qu'elles disent est assez troublant. Elles parlent de la voiture qui roulait vite, qui les a renversées. Elles vont encore plus loin. Elles donnent des détails particulièrement choquants. L'une dit à l'autre: «Je ne veux pas que ça arrive à nouveau», dit Jennifer à sa sœur Gillian. «C'était horrible. J'avais les mains pleines de sang. J'avais le nez et la bouche pleins de sang. Je ne pouvais pas respirer.» Gillian qui répond: «Ne me rappelle pas cette histoire. Tu ressemblais à un monstre et quelque chose de rouge est sorti de ta tête.» Les sœurs, elles continuent, tu vois, de se rappeler des choses assez troublantes. Florence, pour la première fois, elle cesse de douter parce qu'elle se dit que ses filles n'ont que 4 ans. À l'époque, on n'est pas dans l'univers d'Internet, hein, on est dans les années 50. Hein. Donc, elles ne peuvent pas avoir vu la télé. Tu vois ce que je veux dire, hein, il faut se remettre dans l'époque. Hein. Donc là, la mère, elle commence à se poser des questions. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que les petites, elles donnent plein d'anecdotes. Elles parlent de l'école qu'elles fréquentaient, elles parlent d'anecdotes personnelles. Et ce phénomène, tu vois, il va perdurer jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est-à-dire l'âge qu'avait Jacqueline quand il y a eu ce drame. Et les filles, elles vont grandir, elles vont s'épanouir. Et Gillian, par contre, en 81, on ne sait pas pourquoi, elle a commencé à avoir une série de visions lucides. Et par exemple, elle va partager et raconter qu'elle se souvient, comme si, tu sais, sa mémoire s'était arrêtée un temps, enfin, la boîte de Pandore s'était refermée, si je peux dire. Et puis là, elle a reaccès à nouveau, dans les années 80, à des souvenirs parce qu'elle va décrire le bac à sable de Exham, etc. Et elle va tout noter dans un livre. Tu vois? Donc, ce qui est assez troublant dans cette histoire, c'est que les petites ont des souvenirs détaillés de leur vie, de la vie de leur sœur décédée, bien que personne ne leur en ait jamais informé. Euh, il faut savoir aussi que l'histoire des sœurs Pollock, tu t'en doutes, est tellement troublante, tellement particulière, qu'elle a attiré le regard d'un psychiatre et chercheur sur la réincarnation, qui s'appelle Ian Stevenson, pour ne pas le citer, qui a étudié, avec l'autorisation du papa, tu t'en doutes, hein, un fervent supporter de la réincarnation, qui a étudié le cas de ces petites filles. Ce psychiatre pensait que les enfants étaient plus spontanés, que les enfants étaient plus capables, beaucoup plus capables que les adultes de se rappeler de leur réincarnation parce que justement, ils n'ont pas le filtre du mental, de l'ego et de tout ça, tu vois. Le docteur, donc, il a étudié, il a accompagné Gillian et Jennifer de 64 à 85 et il a noté que les jumelles avaient pris la personnalité de leur sœur aînée et selon ses propres conclusions, cette affaire dépasse l'explication rationnelle. Ce docteur est mort en 2007 et il a étudié 210 cas et il a écrit plusieurs livres, dont un livre qu'on peut même aujourd'hui trouver qui s'appelle «Les enfants qui se souviennent de vies antérieures», dans lequel il décrit
14 cas de réincarnation, dont pour lui le plus troublant, à savoir les sœurs Pollock. Voilà. Alors pour les partisans de la réincarnation, les sœurs Pollock, c'est un exemple fascinant d'âme revenant sous une autre forme, et je laisse à chacun le soin de réfléchir et de penser, réincarnation ou pas, mais les sœurs Pollock restent une grande intrigue encore aujourd'hui. Merci Amel pour cette magnifique exemple, histoire. Et voilà, comme tu le dis, chacun se fera sa propre conclusion. Et donc, effectivement, ce cas est quand même très surprenant. Moi, c'est la première fois que j'en entendais parler, parce que souvent, voire même dans la plupart des cas, on parle de réincarnation, voilà, d'un petit garçon qui est mort pendant la guerre et puis qui se réincarne et des dizaines et des dizaines d'années plus tard, pas du tout dans le même pays, pas du tout au même endroit, et puis qui, en faisant des recherches sur ses propres vies antérieures, arrive à recouper avec ses propres souvenirs, mais le fait que là, ces petites filles se réincarnent dans la même famille, à quoi? C'est même pas 10 ans, c'est ça, entre ouais, 10 ans? Même pas 10 ans parce que tu as 1951 et ensuite elles reviennent en 1958. Donc tu vois, c'est Ça fait même pas 7 ans, 10 ouais. ans. Ouais, tout à fait. Peut-être, ouais, ouais, à peu près, ouais. Ah bah si, tu as raison. Elle a 11 ans, la petite, quand elle est morte. Donc quand elle revient, ouais, ça doit être une petite dizaine d'années, hein, c'est ça, tu as raison. Et une petite D'accord. dizaine d'années. Et En une dizaine d'années dans la même famille. voilà, c'est incroyable. Alors, bien entendu, on ne peut se baser que sur le témoignage des parents et par rapport au dire des petites filles, mais ce qui est intéressant, c'est de noter que la mère est, à la base, elle n'est pas du tout adepte du concept de réincarnation. Donc, pour elle, voilà, c'est pas ces petites filles décédées qui sont venues, mais c'est à force voilà, comme tu dis, de synchronicité, de petites remarques qu'elles ne peuvent pas avoir inventées, où là, ouais, l'incroyance laisse place au doute, et au doute laisse place ensuite à l'évidence, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis je pense que ce qui a convaincu la maman, c'est quand même l'avis du psychiatre qui, alors j'ai peut-être pas précisé, hein, mais ce psychiatre a quand même une certaine réputation, une certaine renommée, même à l'époque, hein. Et quand il explique à la maman qu'il est face à quelque chose qui ne s'explique pas rationnellement, euh, il a étudié un certain nombre de cas, il en a retenu 14 qui pour lui méritaient d'être dans son livre, hein. Sur les 210 cas, pour lui, les plus probants, c'était 14 cas particuliers. Euh, et pour lui, des 14, le plus extraordinaire, le plus inexplicable reste les sœurs Pollock, tu vois. Et la maman, elle a fini d'être totalement convaincue quand elle a entendu la discussion des petites filles à l'arrière de la voiture, avec qui retraçaient et qui décrivaient les détails de à quoi ressemblait leur corps au moment où elles ont été découvertes et ce qui collait à la réalité. Donc ça, tu vois, ça ne peut pas. Sachant que je précise, au moment où les petites filles, elles parlent à l'arrière de la voiture, elles ont 4 ans. Elles ont 4 ans. Donc, Ouais, et puis c'est ça, c'est pas un âge comment dire, c'est pas des histoires qu'elles auraient pu entendre et qu'elles qu'elles répètent pile poil au moment où elles arrivent sur le lieu de l'accident. Donc mm. c'est très troublant en tout cas comme témoignage. Voilà, je suis sûr que tu vas se faire se poser plein de questions à plein de personnes. Eh bien, écoute, tant mieux. Si l'inexpliqué peut amener à des ouvertures et à des réflexions, tant mieux, tant mieux. Alors d'ailleurs, je rappelle ou je précise pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui arriveraient sur la chaîne récemment. Donc, toi, Amel, tu as sévi, c'était il y a 2-3 ans, sur, alors, je ne sais pas, plus d'une dizaine d'émissions, peut-être une quinzaine, sur les lettres de l'âme. Les lettres de l'âme, oui. Ah oui. Ah, Il y c'est a très très quelques belles émissions. émissions, Ouais. ah oui, avec des thématiques thérapeutiques intéressantes, hein. Et je sais plus, je parlais de Christo aussi, peut-être, je sais plus, parce que tu vois, ça Exact, remonte, hein. exactement. Rappelle-nous ta profession. Alors moi, voilà. Alors moi, je suis psychogénéalogiste de formation, tu vois, naturopathe, kinésiologue, aromathérapeute. Et
Et mon axe, c'est être à l'écoute de l'âme, justement, d'où le jeu de mots, les lettres de l'âme, tu vois. Travailler sur les mémoires cellulaires, comprendre la trame cellulaire transgénérationnelle, personnelle, familiale, karmique de l'individu et l'accompagner hein, pour qu'il puisse être au mieux en connexion avec son âme, déployer ses ailes et guérir émotionnellement tout ce qui a besoin de l'être pour se déployer et devenir l'être qu'il est. Voilà. Ouais. Et j'ai un certain nombre d'outils à mon arc, dont les cristaux. Ça, Et tu le sais. des cristaux et des crânes de cristal. D'ailleurs, on devrait remettre en ligne une émission sur les crânes de cristal ce mois de novembre, quoi, le mois de novembre prochain, où on refera une petite émission là-dessus par rapport à ton activité sur les crânes de cristal, et puis surtout savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ces crânes. Et les amis, je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo la playlist, hein, si vous voulez retrouver Amel dans les lettres de l'âme sur Miasme TV. Avec plaisir. Alors, du coup, Amel, est-ce que à travers ton activité, tu as été confronté, toi, à des phénomènes paranormaux, à des phénomènes, je sais pas, de poltergeist, par exemple, ou ce genre de phénomènes complètement inexplicables? Est-ce que ça m'est arrivé d'être face à des phénomènes troublants, tu veux dire? Bah, toi, par exemple, ou peut-être parmi tes clients? Alors, moi, personnellement, est-ce que ça m'est arrivé? Écoute, ça m'est déjà arrivé, Ah, d'accord? Ah oui, j'ai déjà eu affaire à des énergies un peu troublantes, on va dire, tu vois? Et alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choses. Ça m'est arrivé, moi, personnellement, de me rendre, par exemple, chez quelqu'un et de pouvoir dire à cette personne: «Écoutez, je vais te raconter une scène, hein, qui s'est passée». D'ailleurs, c'était pas du tout dans un cadre professionnel, c'était dans un cadre amical. Donc j'étais avec des amis qui m'avaient demandé, de les aider à trouver une maison dans la région. Ils m'ont dit: «Écoute, on fait confiance à ton intuition, viens avec nous et tu nous diras ce que tu ressens dans les maisons». Je dis: «Bah, écoutez, avec plaisir». Donc nous voilà, au pied d'une célèbre montagne dont je ne citerai pas le nom. Tu sais, le Bugarache, pour oui, ne pas le dire, pour pas le hein, dire, oui. n'est-ce pas? On peut le dire, le Bugarache et donc pas bien loin du Bugarache, hein, je précise, hein, c'est pas dans le Bugarache même, hein, au cas où les gens se demandent si c'est là. Donc il y avait un village et dans ce village, il y avait une maison et dans cette maison, il y avait une maison très particulière qui avait une piscine au centre, tu sais? Et moi, quand je suis rentrée dans cet endroit, j'ai tout de suite eu une impression d'étouffement, tu vois? C'était très physique. J'ai eu une impression d'étouffement, une impression que mon cœur se brisait, tu vois? C'était très physique comme réaction et je pouvais pas rester dans la maison, donc je suis tout de suite sortie et je leur ai dit: «Écoutez, la maison, elle est architecturellement belle, mais là, pour moi, il y a un drame qui s'est joué et pas un petit drame. Pour moi, il y a eu une pendaison, un chagrin d'amour, une pendaison». Tu vois? Il y avait 2 choses, une pendaison et un chagrin d'amour et mais la personne n'était pas morte, hein, dans mon ressenti, mais il y avait vraiment cette sensation, tu vois, d'être pendue et d'être étranglée. C'était assez horrible. Et en fait, l'agent immobilière, qui m'écoutait, parce que je parlais avec mes amis, elle vient vers moi, elle me dit: «Comment vous savez ça, vous?» Alors je lui dis: «Bah, je le sais, je le ressens, c'est physique». Elle me dit alors mes amis se tournent, tu vois? Ils lui disent: «Mais, il y a vraiment eu une pendaison?» Ils disent: «Oui, oui, la preuve voilà, la vente est la suite d'un divorce, madame elle a pas supporté, elle s'est pendue à la poutre, et en fait, c'est parce que monsieur, bah, il a décidé de divorcer». Donc tu vois, la sensation d'avoir le cœur brisé, bah, je l'ai senti. L'étranglement, je l'ai senti parce qu'en fait, elle s'est pendue à la poutre. La sensation de la femme qui n'est pas morte, parce que je sentais que c'était une femme qui était pas morte, bah oui, elle est pas morte parce que son mari, même s'il était en divorce, il est arrivé et il l'a, tu sais, il l'a tenu là, empêché de mourir, quoi, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est une expérience que j'ai pu vivre et c'est pas la seule, tu vois? Pas la seule. Ça m'est déjà arrivé d'entrer dans des maisons et de pouvoir dire, s'il y a eu des décès, je sais les sentir. Je pas c'est pas très agréable, hein, je te l'avoue, mais je sais dire: «Il y a eu un décès». Ou je peux te dire: «Ah là, il y a un esprit qui est pas parti, il aime bien rester à la maison». Toi, tu es en train de nous préparer une semaine à l'avance le spécial Halloween, hein. Oui, en fait, je vis une expérience de Halloween de temps en temps, tu vois?
C'est ça. Et ça, tu vois, j'arrive à le ressentir. Mais ça, c'est quand on est extra sensible, tu t'en doutes. Donc, des phénomènes comme ça, j'en ai vécu. Et j'avais une amie, elle, paix à son âme, elle n'est plus là, Maryse, qui, elle, c'était son métier, le poltergeist là, dont tu parles. Par exemple, je pouvais appeler Maryse et dire: «Coucou Maryse, qu'est-ce que tu fais?» Ben, elle, tranquille, elle te nettoyait des châteaux en Écosse. Et donc, j'entendais des chaises voler, j'entendais des choses voler. Et Maryse, tranquille, petite bonne femme, adorable, merveilleuse, paix à son âme, et ben elle, c'était sa vocation. Sa vocation, c'était d'aider les énergies comme elle me dit, parce que forcément, hein, plus les énergies vont vivre dans un lieu, plus ils peuvent être en lien avec la matière et pouvoir faire bouger les objets, tu vois. Euh, bon, voilà. Et Maryse, elle disait que l'idée, c'était d'arriver à leur retirer de la force pour qu'ils n'arrivent plus à animer les objets, puis ensuite de les envoyer dans des colonnes de lumière. Donc ça, c'est ce que faisait Maryse. Ce n'est pas moi. Moi, je ne le fais pas, ça, tu vois. Moi, par contre, je peux te décrire ce qui se passe, s'il y a quelque chose de sordide ou pas, l'ayant expérimenté dans un voyage au Mexique, pareillement, tu vois. On était dans une chambre d'hôtel, je suis rentrée, je suis vite sortie, j'ai demandé une autre chambre. On m'a dit: «Mais pourquoi?» J'ai dit: «Non, non, non, il y a un type, il s'est ouvert les veines dans la baignoire. Moi, je dors pas dans cette chambre, il y a pas moyen». Et donc, j'ai fait un tel scandale que la femme qui tenait le lieu, elle est venue nous voir, elle nous a dit: «Oui, oui, c'est vrai, mais je ne te le dis pas, on vous donne une autre chambre». Donc j'ai eu droit à une autre chambre et j'étais avec 2 amies dans la chambre. Elles m'ont dit: «Ça va Amel?» «Non, non, vous inquiétez pas, il y a pas de macabée, c'est bon, on peut rester». Tu vois? C'est pour te dire que oui, oui, j'ai expérimenté des Mm. des choses dans ma Bah, vie personnelle. et bah, tu aurais pu participer finalement au prochain salon de l'exorcisme, de la possession et du paranormal qui est organisé dans l'Oise à Noailles les 2 et 3 novembre 2024, donc la semaine prochaine. C'est organisé par l'association Parallèle. Et donc, bon, ben, ça se passe sur 2 jours. Vous allez y retrouver tout un tas de conférenciers. Euh, et pourquoi je voulais, eh bien, pourquoi je t'ai posé la question et pourquoi je voulais parler de ce programme? Parce que justement, moi aussi, je voulais te présenter un cas un petit peu particulier, mais un cas paranormal vraiment très particulier qui s'appelle le... Alors, je ne sais pas si on va parler de dentiste, de poltergeist ou d'autres choses que je vais expliquer dans quelques minutes. On va dire qu'on va l'appeler les messages de Dodlestone. Alors, c'est tiré en fait d'un livre qui s'appelle The Vertical Plane, qui malheureusement n'a pas été traduit en français. Livre écrit par Ken Webster, qui est entre autres le principal antagoniste de l'histoire qu'il raconte. Hein. C'est pas un roman, c'est une autobiographie sur une période de sa vie qui s'est passée en 1984 ou 85, je ne sais plus. Ça se passait au Meadow Cottage, une ancienne maison de briques du XVIIIe siècle à Dodlestone en Angleterre. Et avec son ami qui s'appelle Debbie Hawkes, ils ont vécu des choses assez extraordinaires. Alors, retiens le nom de cette dame, elle s'appelle Hawkes. Alors, H-A-W-X, mais moi, avec mon mauvais anglais, je le prononce Hawkes, H-A-O-X, qui, qui veut dire que c'est un fake ou une histoire, tu vois, une fausse histoire. Mm, mm. Parce que ça va être là le fin mot de l'histoire, c'est est-ce que ce qui leur est arrivé est une histoire vraie ou pas? Très honnêtement, c'est tellement rocambolesque, c'est tellement parfois capillotracté que on serait à même de dire bon, voilà, ils ont inventé cette histoire. Mais d'un autre côté, si on part de l'axiome que cette histoire est vraie,
eh bien, on verra comment est-ce qu'on peut l'expliquer. On essaiera de disserter là-dessus ensemble. Bien sûr. Alors, Raconte-moi tout. Tu m'as intriguée là. donc, je me suis largement inspiré, je le précise, de la chaîne de Syl Artichaut, voilà, qui a fait une magnifique enquête sur ce sujet. Et tu vois, il l'appelle enquête sur le voyage dans le temps. Donc on n'est plus du tout dans le paranormal. Il spoil un peu déjà l'histoire, mais on va vite s'apercevoir qu'effectivement, cette histoire-là, c'est pas particulièrement une histoire de fantôme, mais on va vite basculer dans une histoire de voyage dans le temps. Et donc, ce couple-là, dans les années 80, donc tu l'as vu hein, sur la photo, elle joue du saxo, donc voilà, ils s'entourent de copains musiciens, de copains artistes, et dans cette maison, parfois il y a un peu de monde qui vient, ils prêtent un petit studio à des copains qui ont un groupe de musique, etc. Et ça commence par, l'histoire commence par des manifestations un petit peu bizarres qui se passent dans cette maison. Voilà. Par exemple, alors ça c'est une reconstitution faite par Midjourney, euh, dans la cave, sur le mur, un matin, il se lève et puis il voit une empreinte de pied sur le mur. Voilà. Sauf que l'empreinte de pied, si tu regardes bien, elle a combien d'orteils? Il y en a beaucoup, beaucoup plus, tellement devrait en avoir, tu vois. Il y en a un de trop là, comme dirait l'autre. C'est ça. Il y en a 6. Bon. Donc, bon, Ken, lui, il pense que tout ça, c'est un canular, peut-être des copains qui ont squatté là, ou tu vois. Donc, il repeint tout ça, et puis il s'en préoccupe pas, sauf que le lendemain, ils reviennent, rebelote, il y a à nouveau une empreinte de pas. Bon, alors ils se disent, ouais, peut-être qu'il y en a un qui est somnambule, mais ouais, d'accord, somnambule, mais t'as combien d'orteils? Ouais, j'en ai 5, toi aussi? Ah merde, bon, c'est pas nous, ok. Bon, il repeint, et puis ça revient pas. Mais il y a d'autres il y a d'autres manifestations, vraiment des manifestations poltergeist qui apparaissent. Ah oui, les chaises. Voilà. La chaise. Donc tu vois, il retrouve une chaise comme ça, mais qui tient sur un pied. Tu vois et comment c'est possible? C'est pas Ouais, possible. ouais, ouais. Euh, C'est pas la maison de Houdini. c'est ça. Donc, et puis effectivement, quand il la touche, la chaise, patatras, elle tombe. Hein, comme si il avait coupé une espèce de courant. Voilà. Donc, il y a une autre manifestation poltergeist, une autre manifestation paranormale. C'est un jour, ils rentrent de faire les courses. Comme ils ont des chats, ils ont acheté plusieurs boîtes de croquettes qui posent sur la table de la cuisine, et puis ils ressortent. Et puis quand ils reviennent, les boîtes de croquettes, elles sont toujours sur la table de la cuisine, sauf qu'elles sont plus en vrac, elles ont été disposées en pyramide. Ça, Et- ça. Bon, d'accord, bizarre. Donc, bon, ils se disent toujours que c'est possible que ça soit voilà, des- des canulars faits par leurs potes. Pour l'instant, bon, malgré le fait de la chaise un peu bizarre, tu vois, quand même, qui tenait par le Saint-Esprit, ils essayent comment dire, De rationaliser au de maximum. rationaliser tout ça. Merci. Et puis, donc lui, Ken, il est prof dans un collège, et de temps en temps, il ramène un PC, quoi, un PC, un IBM à l'époque, ces espèces de gros ordinateurs, parce qu'on est, je vous rappelle, 85, on n'est pas une période où il y a un PC dans chaque ménage, et encore moins des PC portables. Hein. Donc quand ils ramènent le bestiau, c'est la tour centrale, l'écran, le clavier, et c'est des trucs, je sais pas, en mémoire, c'est un truc, c'est tellement risible que, en fait, il y a que de la mémoire flash là-dessus. C'est-à-dire que quand tu éteins le PC, si t'as pas tout enregistré sur des disquettes, tu sais, les grosses, là, les 5 pouces un quart,
tu perds tout, quoi. Voilà, c'est vraiment le début de l'informatique. Mais c'est c'est L'ancêtre de la clé USB. alors, c'est pire que l'ancêtre, hein, c'est-à-dire que pour les plus jeunes d'entre vous, hein, sur une disquette 5 pouces 1 quart, on est passé ensuite au 3 pouces et demi, c'est-à-dire que vous mettiez 100 fois plus d'informations que sur... Et après, on est passé au CD-ROM où là, vous mettiez un millier de fois plus d'informations que sur là. La clé USB, on en met encore un millier de fois plus, quoi. À chaque fois, on a réduit et on a augmenté la capacité, c'est ça qui est génial. Bon, revenons à nos moutons. Donc, il allume son IBM et il sort de la pièce, et quand il revient dans la pièce, il y a un mystérieux message qui apparaît sur son IBM. On est en 85, il n'y a pas de réseau, ou alors uniquement des réseaux intranet, peut-être dans les universités, peut-être au niveau de l'armée, mais en tout cas pas chez les particuliers. Donc il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de téléphone portable. On est au Moyen-Âge, hein, pour les plus jeunes. C'est clair, c'est clair. À la préhistoire, comme diraient mes enfants. On est à la préhistoire, c'est ça, vous pouvez même pas imaginer. Et donc, sur son IBM là, qui est posé dans son salon, il y a ce texte qui apparaît. Et ce texte, eh ben, il regarde, il n'y a pas de programme, tu vois, dans l'IBM qui aurait pu lancer le truc. Il y a dans la disquette qu'ils ont avec eux pour pouvoir faire leur sauvegarde, il n'y a rien il n'y a pas de texte là-dessus, quoi. Ils ne savent pas d'où apparaît le texte. Sauf que ce texte, eh bien, il est écrit par un certain Lucas. Et il est écrit d'une période où il n'y a pas d'ordinateur. C'est-à-dire que quand je vous dis 85, c'est une période qui est le Moyen-Âge pour les ordinateurs, la période dont écrit Lucas, elle serait de 1546. Donc t'imagines bien que 1546, il n'y a personne qui peut... Pour le coup, on est dans le vrai Moyen-Âge, ouais. Et je vais vous la faire courte, hein. Moi, je vous conseille d'aller voir l'enquête menée par Sylvie Artichaut. Elle est vraiment très, très détaillée et très bien expliquée. Ce qui se passe, c'est il va y avoir une espèce d'échange qui va se faire entre Lucas et Ken et Debbie, où ils vont vraiment communiquer entre eux à 5 siècles non, 4 siècles de différence. D'accord 1546, 1985. Et ça va durer, cette histoire, elle va durer 16 mois. Et donc pendant 16 mois, il va y avoir des échanges. Et donc, la première chose que va faire Ken, c'est qu'il a un collègue à son collège qui est professeur d'anglais et qui est un peu versé dans l'anglais ancien. C'est comme chez nous en France, on a le français moderne et le français ancien, le vieux François, comme on disait. Eh bien, en Angleterre, c'est pareil, ils en ont même 4 périodes de langage différentes. Et cet anglais ancien, il est quand même assez difficile à traduire, même pour lui qui est un professeur érudit en anglais. Dans l'interview qu'il va donner, ce professeur qui s'appelle Peter Trinder, il va dire que parfois il y a des expressions de phrases, il met une semaine à force de recherche dans des dictionnaires, dans des bouquins, etc., à comprendre ce que la personne a voulu dire. Tu vois. Donc, parce que de suite, forcément, les soupçons sont portés sur soit Ken, soit Debbie, qui créeraient ces faux textes. Mais ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas le savoir pour pouvoir écrire ce genre de choses. Avec d'autant plus de difficultés que ce que vient d'expliquer Peter, c'est-à-dire que même lui qui est féru d'anglais ancien, des fois il est confronté à des textes qu'il n'arrive pas à comprendre. Donc ce qui se passe, en 2 mots, il discute avec un certain Lucas, qui se trouve donc en 1546,
et il va leur expliquer, à un moment donné, dans leur échange, que quelqu'un est apparu, lui a donné une espèce de boîte magique D'accord. qui fait de la lumière et où on peut écrire des choses. Et, euh, et quand il écrit des choses, eh bien, il reçoit ensuite les messages de, 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 de Ken et Debbie. À chaque fois, je veux dire Ken et Barbie, c'est terrible. De Ken et Debbie. Alors tu dis Debbie et Ken peut-être dans l'autre sens? Et donc, s'engage une espèce d'enquête, mais on va s'apercevoir que c'est une enquête des deux côtés. C'est-à-dire que le Lucas, il sait pas trop finalement à qui il écrit, donc quand côté moderne, il lui pose des questions pour savoir qui est le nom du roi, dans quel collège il a été, etc. L'autre, il donne des informations, mais qui parfois sont erronées. Alors, au début, on se dit, ah ben, elles sont erronées, parce que c'est un fake, le mec a écrit les informations, il est cocon. Non, non, c'est parce que Lucas, il veut lui aussi tester les personnes qui lui écrivent de l'autre côté pour savoir si ce sont pas des démons, si, toi, s'ils viennent vraiment du futur, ben, ils vont être au courant que ce qu'il dit, c'est faux. D'accord. Donc c'est un petit peu particulier cet échange. Donc il va arriver plein de péripéties à Lucas. Il y a le shérif du coin qui veut l'arrêter et je crois l'entraîner dans un procès de sorcellerie à cause de la boîte magique. Mais grâce à des recherches modernes, euh, ils arrivent à envoyer des informations à Lucas pour faire tomber le shérif, qui était en fait un vieux ripou, etc. Bon, vraiment, je passe C'est les génial, détails. j'adore. C'est une véritable enquête à Mais oui, travers mais le monde, quoi. c'est pour ça, il y a un côté qui est vraiment très romanesque et on se dit, ouais, ça aussi, ça fait un beau livre de SF. Mais une histoire vraie, comme ça, c'est assez bizarre. Et donc, à un moment donné, il y a un détail qui va faire que une des personnes qui est dans le groupe, qui est un bibliothécaire, va rechercher sur l'époque qu'indique Lucas des événements pour pouvoir recouper les informations. Et il va tomber dans un livre sur effectivement un certain Thomas Harden qui justement allait être jugé pour sorcellerie et puis qui a été acquitté. Et donc il commence tu vois, il y a quand même des éléments qui commencent à recouper. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont vrais, c'est peut-être que le mec qui a fait les canulars était au courant de ça et donc du coup il s'est servi de cette histoire pour créer la sienne. Je rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de Wi-Fi, qu'il n'y a pas de... Quoique la technologie, elle est vraiment super simple hein, sur les IBM. Dès que tu éteins le PC, tu perds tout. Quoi. Ce serait vraiment très compliqué à l'époque de monter ce genre de canular informatique, alors qu'aujourd'hui, effectivement, avec toute la technologie qu'on a, c'est 10 fois plus facile parce que tu peux injecter via les réseaux, etc., tout ce que tu veux dans un PC. Et donc, eh bien, notre Lucas, effectivement, il avoue qu'il s'appelle Thomas Harden, que c'est bien lui. Donc, il y a un climat de confiance qui se pose entre les deux, quoi, entre les trois protagonistes. Et à un moment donné, donc Lucas Thomas leur demande, mais vous venez de 2109, vous aussi? Plaît-il? Comment ça? 2109? 2109? Parce qu'effectivement, la personne qui lui aurait donné on va dire ce PC, hein, un PC de 2109, s'appellerait One. Et, euh, et là, il y a encore une nouvelle histoire, encore plus rocambolesque que celle que je t'ai énoncée tout à l'heure, qui se forme. Et je t'en fais un peu le pitch. Il y aurait un regroupement de personnes en 2109 qui vivraient dans une espèce d'espace tachyonique. Donc on sait que le tachyon va plus vite
que la particule de lumière. Et donc, Mmh. ce serait une organisation qui finalement ferait du voyage temporel, peut-être des tests dans les voyages temporels. Et il y aurait un élément qui s'appellerait One, qui peut-être aurait défié l'organisation de 2109 et qui aurait apporté ce PC à Thomas, donc à D'accord. Thomas Harden. En tout cas, c'est l'hypothèse la plus probable, ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi le PC, il n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner, parce que je te rappelle qu'en 1500 et quelques, Edison et compagnie, ils sont pas encore nés. Voilà, donc le truc, s'il a une technologie de 2109, on peut se dire qu'il a peut-être une batterie qui peut durer, qui a une autonomie de dizaines et dizaines d'années qu'on n'a pas encore. Qu'on n'a pas exactement. Voilà. Si effectivement il maîtrise la technologie tachyonique, eh bien, on comprendrait pourquoi il arrive à communiquer avec, avec nos amis du présent. Alors après, là où on n'a pas la réponse, c'est pourquoi particulièrement avec eux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand Ken ramène un PC, c'est jamais le même en plus, tu vois. Il prend le PC qui est disponible au collège, parce que chaque prof a le droit de ramener un PC, donc c'est pas forcément le même. Donc qu'est-ce qui fait le lien entre son PC à lui du XVIe siècle et le PC du XXe siècle? Ça, on sait pas trop. Peut-être que c'est juste la géolocalisation, c'est-à-dire que la maison de Thomas, qui par la suite sera détruite, peut-être que c'était au même endroit où a été construite la maison où vivent le couple. Ah oui, ce serait une idée, hein, recevable, oui, tout à fait. Peut-être, mais c'est pas forcément ça. En tout cas, si derrière c'est juste une expérimentation entre un groupe de scientifiques du 22e siècle qui ont pris, tu vois, une expérimentation sociale, hein, qui ont pris des individus Oui, du 16e et du 20e, on s'en fout de l'endroit où ils sont, de la technologie qu'ils utilisent, etc. Ils sont capables de les faire se connecter entre eux parce qu'ils ont la technologie du futur. Ça peut être aussi tout simplement ça. Et ça se trouve, il y a même un système de correction un peu automatique du texte qui est envoyé, parce que après on va faire intervenir pas mal d'experts, des experts linguistiques, etc., pour savoir si les textes sont vrais. Alors il y a une experte qui s'aperçoit que dans la sémantique, la façon dont utilisait Thomas le positionnement des adjectifs par rapport au nom, c'est la même façon que celle qu'utilise Ken. Donc il se dit c'est sûrement Ken finalement qui a fait les messages. Sauf que le pote de Ken, le professeur d'anglais, confirme que Ken il n'a pas le niveau en anglais ancien pour pouvoir faire ça. Bon, à moins qu'il soit lui aussi dans le canular. C'est toujours le problème. Alors, ils font intervenir la société, The Society for Psychical Research, la SPR, une espèce de société alternative en Angleterre qui est comme notre GEPAN à nous, tu sais, pour les phénomènes ovni, voilà, qui vient étudier les phénomènes paranormaux pour dire s'ils sont vrais ou pas. Bon, eux, ils ont décrété que c'était un canular, parce qu'ils ont essayé de faire plusieurs tests, et les tests n'ont pas été concluants pour eux. d'accord. Mais chose bizarre, c'est que en général, quand ils étudient un cas, ils l'archivent, tu vois, ils en font quand même un rapport et ils l'archivent. Là, ils n'ont pas voulu faire de rapport sur ce cas-là. Donc on ne retrouve pas de rapport sur ce cas-là dans la Society of Psychical Research. Oui, là, ce que je suis en train de montrer, c'est une dramatisation qu'a faite la BBC en 1996, où il raconte un peu toute cette histoire qui est arrivée voilà, à nos amis. Donc c'est plutôt sympa, je vous mettrai aussi le lien, hein, vous pourrez voir le petit film. Ah oui, puis autre fait surprenant, c'est que donc Debbie, à un moment donné, elle se projette éthériquement, on va dire,
aux côtés de Thomas. Il y a quelque chose qui la met en relation avec lui. Elle se retrouve, tu vois, dans la peau d'une servante à ses côtés. Et lui la voit. Et même après, dans un des textes qu'il mettra sur le PC, il décrira leur rencontre. Et elle, Debbie, elle l'a senti tu vois, dans sa peau, cette rencontre. Donc, très, là aussi, très, très surprenant. Le fin mot de l'histoire, c'est que il y en a pas de fin mot de l'histoire. Ils essayent de discuter avec les personnes de 2109. Ils y arrivent. Ils arrivent à les contacter. Ils sont pas, visiblement, les scientifiques de 2109 sont pas super contents qu'ils cassent un peu le lien, tu vois, qu'ils essayent de bypasser et rentrer en contact directement avec eux. Du côté de Thomas, eh bien, il est obligé sa maison est détruite en 1600, en 1500 et des poussières, j'ai plus la date exacte. Donc du coup, à un moment donné, finalement, les communications s'arrêtent. Voilà. Et l'histoire s'arrête, tout bêtement. Donc, il y a eu des personnes qui ont essayé d'enquêter après sur ce cas, après que Ken ait écrit son livre. Parce qu'il faut savoir, c'est que ils sont rentrés dans une espèce d'anonymat, là, c'est Ken et Debbie. Ils veulent plus montrer, tu vois, ils sont rentrés dans une espèce d'anonymat. Ils se sont pas enrichis avec cette histoire. Il y a pas d'histoire de gros sous ni quoi que ce soit. Bon, effectivement, lui, il a sorti un livre, mais qui, tu vois, je pense que la majorité d'entre vous, les amis, vous avez jamais entendu parler de ce cas. Et donc voilà, ça n'a pas été fait dans une optique d'enrichissement. Si on revient vite fait là, sur la chaîne de Canard Tichot, moi je vous conseille aussi de regarder la fin de sa vidéo, où il va avoir enquêté après justement sur les deux personnages, sur Ken et Debbie, et il s'est aperçu qu'ils sont rentrés après dans des sociétés de TCI, de transcommunication instrumentale, comme si ils essayaient de comprendre, tu vois, d'essayer de reproduire ce qu'ils ont vécu, essayer de comprendre. Ils ont assisté à des colloques. On en a même parlé dans une des revues faites par Grand Cyr. On parle de ces personnes-là à l'époque, de leur participation à des colloques de TCI. Donc voilà, comme si... Alors, soit ils voulaient alimenter leur canular, tu vois, mais pourquoi faire si Oui, derrière il n'y a pas d'enrichissement? Soit parce qu'ils y croyaient dur comme fer par rapport à cette histoire et, euh, et ils cherchaient des réponses. Voilà. Donc, ils y croyaient. ouais, bah, je pense qu'ils y croyaient aussi. Ouais. Donc, tu vois, c'est une histoire qui est vraiment très, très spéciale. Hein. Ouais, moi, je vous conseille vraiment de regarder les deux vidéos là, que je vais vous mettre en lien pour avoir l'histoire complète. Parce que j'ai essayé de vous la résumer, mais c'est tellement compliqué parce qu'il y en a dans tous les sens. Il y a plein de protagonistes que j'ai passé sous silence, sinon on rentrerait trop dans les détails. Mais Canard Pichot, il fait ça très très bien. Enfin, je vous conseille sa chaîne. Donc voilà, ben, c'était pour profiter de ce salon du paranormal pour pouvoir parler de ce cas qui, somme toute, me paraissait plutôt pas mal et qu'à la base, je voulais traiter la semaine prochaine lors de notre spécial Halloween. Mais comme on va être beaucoup, je me suis dit, si je m'embarque sur une histoire d'une demi-heure, bon, voilà, ça va être très très long. Je vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si je vais l'assumer jusqu'au bout, mais vous verrez. Vous verrez. Donc, Tu m'intrigues. eh oui, bah tu verras la semaine prochaine, toi aussi. D'accord, 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 d'accord. Va pour la semaine prochaine. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce cas-là, du coup? Oh, je me disais, oh, si The One, il pouvait me contacter, je serais contente d'avoir un scientifique t'imagines, 2100 qui vient. Ah, j'en aurais des questions à lui poser, hein, je te le dis, hein. Donc, on va lancer un appel, tu vois. Si jamais il y a des scientifiques du futur qui veulent nous contacter, faites-vous plaisir. Ouais. Nous sommes curieux. Hein, qu'est-ce Et que tu en puis, penses? Ce serait bien, hein? on serait surtout ravis d'avoir un putain de PC de 2109 qui, Ah ouais, aussi. Ah oui, ah tu ouais, regardes le côté hyper c'est pragmatique. ça. Plus de problème d'ADSL ni quoi que ce soit. Là, c'est direct instantané. Oh, je ferai du streaming tous les jours. Voilà.
Mais ça se trouve, le PC, il est même pas matérialisé, tu vois. C'est peut-être un truc, un cristal que tu projettes. Tu vois, quelque chose d'assez. Moi, je l'imagine comme ça, parce que quand tu vois les PC de à quoi ils ressemblent aujourd'hui, bah, moi, je me dis, après, il va retourner à la source. Oui, parce qu'il parle pas exactement, il décrit pas un PC, hein, il décrit juste une boîte de lumière. Donc c'était juste quelque chose de mental, où il projette son mental dans cette boîte de lumière et qui va ensuite transmettre dans notre boîte de lumière à nous avec des claviers et des touches. Ouais, mais t'as fait raison. Et quand on sait que les portables et la technologie est basée du cristal, euh, je me dirais, ce serait un croisement entre, tu sais, Tesla et le cristal, mais quelque chose comme ça, tu vois. Donc, euh, voilà. Mais de là, te dire de comment ils le font, ça, j'en sais strictement rien. Mais après, je te jure, c'est vraiment très intriguant. J'ai vraiment envie de regarder l'émission dont vas placer les liens après. Je vais la regarder. J'ai vraiment envie d'aller regarder Mhm. et de me dire si The One, le rebelle, tu vois, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a toujours des rebelles Pas partout. toujours. Ah, toujours, c'est extraordinaire ça. Donc forcément, on peut qu'accrocher avec un rebelle, tu vois. Donc, si Lord The One se manifeste, eh ben ouais, moi j'aimerais bien l'avoir, cette C'est boîte ça. de Ils viennent lumière. chez nous. On est prêt. Ouais, qui vient chez nous, voilà. Et là, on saura que c'est pas un fake, tu vois, parce que ça passe pas par l'ordi, ça passera d'une technologie qui n'existe pas. Ouais, mais peut-être que les gardiens du temps ont pas non plus envie que justement ça se sache. Donc Ah, après c'est toute la difficulté du. Eh oui, ils veulent pas. Bon, vous en pensez quoi de cette histoire, les amis? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ou dans le chat, hein, si vous êtes avec nous sur l'avant-première le samedi. J'en profite juste pour vous rappeler, hein, que tous les samedis à 21h, il y a l'avant-première, où vous pouvez participer avec nous, et on vous répond sur le chat. Et après, il y a le replay. Pendant le replay, vous avez les pubs. Donc si vous voulez pas avoir de pubs, venez sur l'avant-première. Petit conseil, c'est le samedi à 21h. Eh bien écoute, notre émission est presque à sa fin. euh, Parce que je crois que Natacha nous a envoyé un message des Sables d'Olonne. Je vais le découvrir en même temps que vous. Hello les amis, je pars de l'île-Dieu, retour en mer. Alors hier, je vous dis pas le mal de mer. Regardez, c'est chouette, hein. Voilà, un petit bout de la navigation. Alors, on est au moteur parce que j'aimerais bien faire un petit reportage sur le Vendée Globe. Je vais au Sable d'Olonne, pour tous ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait, mais le Vendée Globe, c'est bien sûr un grand regroupement des super bateaux, des navigateurs et navigatrices. Et là, moi, je ne tire pas, regardez, c'est un fantôme qui conduit. Bon, eh bien Mel, écoute, ça a été un immense plaisir de te retrouver, de nous retrouver ensemble sur cette émission. C'est vrai, il y avait très longtemps. et Et, oui, plaisir partagé, tu et sais. oui, et puis tout Vrai n'a pas bonheur. changé. Tout n'a pas Non, je n'ai pas changé. changé. T'es galant, toi. Oui, j'ai pas changé. Bon, certains me reconnaîtront, peut-être d'autres me découvriront, tu vois. Exactement. Et au Voilà. bonheur d'être là. Et si vous voulez la découvrir avec un chapeau pointu, samedi prochain, voilà, spécial Halloween. Et donc il y aura Amel, il y aura Lily Oz, il y aura Philippe, il y aura Pascal Cazotte, Valerio, et peut-être une surprise aussi que je vous réserve, euh, d'un petit montage pour les plus nostalgiques d'entre vous. Allez, j'en dis pas plus, je vous donne juste les initiales. ST. ST. Ah, j'y pensais. Voilà, Amel, je te fais des gros bisous. Je te dis à la semaine prochaine, dans une semaine. Les amis, Mimi, à très bientôt. Passez un très très bon week-end. Et puis, portez-vous bien, c'est les vacances, profitez-en. Ciao, ciao.